avant de commencer, je voudrais juste préciser en fait que j'ai travaillé pour cette communication-là en collaboration avec Catherine Brouet, qui est professeure en lettres à Rimouski. Alors, voilà, je commence. Comment ça marche? À droite, à gauche. OK, cool, merci. Alors, tenter de retrouver le rire autochtone dans les textes de la Nouvelle-France, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, ou plutôt comme manier du foin sans songer qu'il peut cacher des aiguilles. Celles-là sont embusquées dans le discours rapporté et les lecteurs peuvent s'y piquer sans les reconnaître. Les rédacteurs de ces textes anciens, eux-mêmes, les ayant parfois confondus avec des fétus de paille. De fait, Bernard Andrès a déjà souligné la variété infinie des humours et des stratégies par lesquelles ils se manifestent d'un individu, d'un groupe culturel à un autre, alors que d'époque en époque, la réalité se transforme elle-même, tout comme le regard porté sur celle-ci. Aussi, consciente de la contrainte de notre lecture subjective, nous nous sommes contentés de relever ça et là, au hasard de nos lectures et des amusements ou interrogations qu'elles ont suscités, quelques exemples tirés de relations publiées ou manuscrites, afin de mieux comprendre la portée et les mécanismes de la mise en discours de l'humour d'autrui ou sur autrui. Il ne s'agit pas tant d'essayer de définir l'humour amérindien ou de démontrer la capacité de résilience que celui-ci dénote, mais de réfléchir à ses dimensions multiples et à ses implications dans des textes complexes. Le rire se fait-il aux dépens d'une personne ou d'un groupe en particulier? Quel est l'objet de la plaisanterie? Pourquoi en faire mention? Ce sont les questions, en gros, qu'on s'est posées. L'humour permet certes de comprendre et parfois de désamorcer les tensions, mais en réalité, dans le contexte de la Nouvelle-France, où les interactions politiques, commerciales et religieuses sont pour la plupart tendues, là, j'apprends rien à personne, le rire exprime presque toujours un malaise, peu importe où il se situe, dans le continuum allant de la plaisanterie légère à l'humour noir. Ainsi, les cas qui relèvent de l'humour dans les textes de la Nouvelle-France restent relativement rares, compte tenu de l'importance réputée de ce type d'expression chez les peuples autochtones. Cette rareté s'explique en grande partie par la nature des documents dont le chercheur dispose. Qu'il s'agisse de récits de voyage, de relations de mission ou de documents administratifs, ces textes ont rarement eu pour objet de faire rire. Voilà. Alors, la plupart du temps, ça apparaît comme un divertissement passager qui cherchait à instaurer entre l'écrivain et son destinataire une complicité, un sentiment de solidarité, voire de supériorité culturelle, aux dépens d'un tiers considéré comme autre. Dans ses lettres à d'éminents et anonymes associés, Cavelier de la Salle, par exemple, ne manquait pas de se moquer des mœurs ou de la crédulité de ses interlocuteurs iroquois, illinois ou Miami, certains que ce mépris était de bonne aloi. Mais les mentalités ont changé depuis 3 siècles et les lecteurs d'aujourd'hui ne trouvent pas drôles ces passages censés susciter le sourire. En revanche, ces mêmes lecteurs, que nous sommes, pourraient déceler l'ironie là où Cavelier de la Salle croyait ne transcrire que l'admiration d'un chef pour sa propre personne. On n'écarte pas non plus la possibilité que le discours qui est rapporté puisse être inventé par la personne qui l'écrit ou retravaillé comme il l'entend. Alors, je cite Cavelier de la Salle, qui rapporte la parole de Wabibi Chagan, qui lui dit « Jamais nous n'avions vu, mon frère Wabi Koltaka, une chose si surprenante. Nous n'avions jamais vu de mort ressuscité. Il faut que celui qui t'a redonné la vie soit un grand génie, puisque en même temps, il la redonne à tous tes parents. Toi, Wabi Koltaka, tu es notre frère. Excuse-nous, tu es cause que nous sommes pauvres. Ça a été pour avoir tes os que nous avons donné à l'Iroquois cet hiver plus de 3000 de nos castors. » Alors, les relations des Jésuites, quant à elles, de toute évidence, n'étaient pas des histoires drôles. Elles ont cependant, pendant longtemps, conquis un vaste auditoire amateur d'exotisme qui se divertissait des agissements curieux des Amérindiens. Aussi était-il à l'avantage des missionnaires et de leur œuvre apostolique de magnifier leur expérience de l'étrange,
quitte à représenter le discours amérindien par une abondance de faits de langue et de figures de style que le public lettré européen jugeait saugrenues. On retrouve aussi dans certaines de ces métaphores traduites le caractère ludique de la langue initiale. Voilà, disent-ils, l'étoile chute quand il voit quelqu'un qui égraille en bon point. C'est qu'ils tiennent qu'un certain jour, une étoile tomba du ciel en forme d'une noix grasse. À l'inverse, le baron de La Hontan se défend bien d'utiliser ce procédé précisément pour faciliter la compréhension de son lecteur. Il dit « C'est la faute du parent à qui j'écrivais, car ce bonhomme ayant tourné en ridicule la harangue métaphorique de la Grand-Goula, il me pria de ne plus traduire à la lettre un langage si rempli de fiction et d'hyperboles sauvages. » Toutefois, même les cas les plus connus d'humour issus de la littérature de la Nouvelle-France doivent être abordés avec circonspection. L'Adario des dialogues de La Hontan, dont les sarcasmes ont fait la célébrité, est de toute évidence un personnage créé dans le but de nourrir une polémique. L'humour dont il ferait preuve, même s'il est vraisemblable dans la bouche d'un Huron, constitue plutôt une instrumentalisation de l'humour amérindien par un Européen non conformiste. Les dialogues acquièrent un effet de comique de par le renversement des personnages, notamment un Adario savant objectant sa raison à un La Hontan dogmatique. Alors que les discussions, ou ce qu'elles étaient à l'origine, n'étaient pas forcément drôles dans leur contexte de départ. Pour dire qu'entre l'écriture et la lecture, le temps s'est écoulé, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'apprécier l'humour de l'auteur, mais pas grand-chose de plus. Des subtilités semblables s'offrent à nous dans un genre de document complètement différent. Les procès-verbaux intitulés « Paroles », qui cherchaient à rendre compte des dialogues entre les nations autochtones et l'administration coloniale. Ce faisant, ils adoptent la forme rituelle de l'échange des colliers et abondent de métaphores colorées typiques des traductions littérales des langues amérindiennes, dans lesquelles nous aurions bien voulu relever de nombreux traits d'humour caractéristiques de cette culture. Nous avons cependant constaté que les quelques situations provoquant le rictus sont largement contextuelles avant d'être langagières. Aussi, faut-il être familier avec ce contexte pour en apprécier l'ironie. Par exemple, dans les pourparlers... Ah, j'ai changé, non. Je m'excuse. Bon, par exemple, dans les pourparlers de l'Anse à la famine du 5 septembre 1684, la première parole du délégué iroquois souligne d'emblée l'état lamentable des troupes de la barre, exténuées par la traversée des nombreux marécages et affaiblies par la fièvre. Je cite. « Je vous donne un breuvage qui n'a rien d'amer pour purifier tout ce qui pourrait vous avoir incommodé pendant le voyage et chasser le mauvais air que vous avez respiré depuis Montréal jusqu'ici. » De fait, la paix négociée par la barre en ces circonstances fut considérée par certains comme honteuse, la barre ayant perdu de nombreux hommes sans même avoir engagé d'affrontement, alors que les troupes françaises et alliées avaient été mobilisées précisément dans l'optique d'exterminer une fois pour toutes les Onontaga. Dans ce même procès-verbal, Autry-Outy réitère la demande faite à Frontenac 2 ans auparavant par Teghanis-Soren, à savoir que le fort Frontenac ne devait plus servir de lieu de rassemblement et d'échange. Dans les raisons alléguées pour ce changement, le mépris exprimé à l'égard de Cavelier de la Salle, gouverneur du fort Frontenac, est patent. Le feu de la paix et le lieu de nos conférences étaient au fort Frontenac ou à Montréal. Le premier est un méchant pays où les sauterelles m'empêchent de dormir, et le second est bien éloigné pour nos vieillards. Certes, le sens littéral souligne l'envahissement par les sauterelles des terres nouvellement défrichées. Mais dans cette atmosphère de guerre froide qui semble caractériser la rencontre entre la barre et Autry-Outy, cette allusion pourrait bien cacher un double sens soulignant l'inconséquence de la Salle qui, tout allié aux Onontaga qu'il était en 1678, s'était ensuite associé aux Illinois et aux Miamis contre eux. Les sauterelles qui l'empêchent de dormir représenteraient donc son inquiétude face aux agissements des nouveaux arrivants. Ce qui est intéressant aussi par rapport à cette parole-là, comme c'est un document de l'administration coloniale, c'est de savoir si la barre a laissé passer cette allusion-là sciemment, en le sachant, dans son rapport qui s'en va au roi pour discréditer la Salle, ou s'il ne l'a pas compris.
Mais le fait reste que, passé à l'histoire, les pourparlers de cette rencontre témoignent d'un usage de la métaphore au service du sous-entendu et de la dérision. De plus, chaque texte de la Nouvelle-France comporte une multiplicité de discours qu'il est important de distinguer. Le commentaire de l'interprète, du truchement ou du rédacteur s'insérant parfois comme un clin d'œil au lecteur par le biais de la parole rapportée. Quand Hennepin, par exemple, rapporte que les Dakotas s'amusaient de ce qu'ils ne consignaient pas certains mots relatifs au corps et insistaient pour qu'ils le fassent, le seul fait de rapporter cet échange constitue un commentaire critique sur la pudibonderie occidentale et les tabous linguistiques qu'elle entraîne. Alors, je cite Hennepin. « Il me nommait un jour toutes les parties du corps humain, mais je ne voulus point coucher sur le papier certains termes honteux, dont ces peuples ne font point de scrupule de se servir à toute heure. Ils se divertissaient ainsi avec moi. » Dégagé, semble-t-il, de cette chaste réserve après son séjour chez les Dakota, Hennepin utilisera lui-même dans son récit l'un des mots qu'il ne faut pas consigner, le terme prépuce en l'occurrence, avalisant ainsi la critique implicite que l'insistance des Autochtones avait révélée et justifiant le rire que suscite ce passage aujourd'hui. Nous comprenons aussi par le fait même que si les textes révèlent parfois les traits de l'humour autochtone, ils révèlent souvent surtout l'humour du rédacteur. Cependant, il arrive que l'auteur n'ait pas eu l'intention d'écrire quelque chose de drôle et que le comique ne se révèle qu'à des lecteurs ultérieurs, qui ont une vision différente des événements ou des paroles rapportées. Derrière l'anecdote bon enfant, un missionnaire qui se moque de sauvages naïfs ne cherche-t-il pas simplement à faire la preuve de sa supériorité et à montrer qu'il reste maître de la situation? Ce faisant, il est possible que l'essence humoristique de ce qui se passe lui échappe. Nous pensons ici à l'épisode rapporté par Jean de Brébeuf concernant l'horloge que les Hurons appellent le capitaine du jour. Il demandait au commencement ce qu'elle disait. On leur répondit deux choses qu'ils ont fort bien retenues. L'une, que quand elle sonnait à 4 heures du soir pendant l'hiver, elle disait « Sortez, allez-vous-en » afin que nous fermions la porte. L'autre, qu'à midi, elle disait « Sus, je ne sais pas comment prononcer ce mot-là, sus ». Dressons la chaudière, et ils ont encore mieux retenu ce langage, car il y a des écornifleurs qui ne manquent point de venir à cette heure-là pour participer à notre sagamité. Ces écornifleurs et picassiettes qui prennent, selon Brébeuf, les commandements de l'horloge au pied de la lettre ne sont-ils pas plus astucieux qu'il n'y paraît? En calquant le comportement européen, les Hurons tirent profit de la situation, bien sûr. Mais il montre aussi qu'ils ont parfaitement compris l'asservissement des Européens à la machine, le capitaine du jour, leur dictant leurs moindres faits et gestes, quand manger, quand se retirer, quand dormir, etc. Si le lectorat de l'époque des relations des Jésuites s'est probablement davantage rangé à l'opinion de Brébeuf, quant à la naïveté des Autochtones, le caractère cocasse de la situation pourrait bien s'appliquer, du point de vue autochtone, aux usages européens. Un autre passage montre que traquer l'humour amérindien reste difficile pour un lecteur occidental ancré dans son système de valeurs. Je cite. « Le chef des renards, Misquensa, le visage peint en rouge, s'était couvert la tête d'une vieille perruque. Et voulant faire voir qu'il savait vivre, il en salua le chevalier de Calière comme d'un chapeau. » Okay. Après, il dit que bon, les gens présents, ils ont trouvé ça très drôle. Bon. Pour un Français du 18e siècle, soucieux de préserver le sérieux de son image, les simagrées d'un autochtone imitant le bon usage européen passent pour ridicules. On évacue, en faisant ça, complètement non seulement l'autodérision à l'œuvre, dans le geste lui-même, mais aussi le fait que le sujet du rire n'est peut-être pas celui qu'on croit. Qui est-ce qui est drôle? Est-ce que c'est Misquensa avec sa vieille perruque ou la personne qui imite? C'est pas dit. Dans tous les cas, le lecteur contemporain peut lire ici encore une critique ou un jeu dont les manières empoulées des dirigeants français sont la cible. Ce décalage entre l'intention du rédacteur et l'effet provoqué chez le lecteur s'explique par un changement de valeur et une meilleure sensibilité au point de vue autochtone.
Pareillement, le comique de certaines situations ne peut apparaître qu'avec un détachement par rapport aux enjeux. Quand Bacqueville de la Poterie mentionne qu'on le décharge de ses armes à l'entrée d'un village où il est venu en ambassade, la situation n'est drôle ni pour lui ni pour les Amérindiens. Mais nous pouvons aujourd'hui apprécier par un sourire entendu le fait que son texte cherche à faire passer ce désarmement pour une politesse. Il dit « Quelques jeunes guerriers ne voulurent pas permettre aux Français qui étaient de la suite de ne rien porter, ni même leurs fusils. » Alors, j'ai pas mis l'extrait au complet, là, mais ça continue, puis là, c'est des démonstrations de joie, puis c'est... Il insiste beaucoup sur ça, mais dans les faits, il s'est fait désarmer à l'entrée du village. Moi, c'est ma lecture. On peut aussi souligner l'ambiguïté des termes employés par les textes pour évoquer les situations prêtant à rire et à sourire. Ainsi en est-il du terme « moquer », ambivalent quant au sentiment qu'il suscite. Je cite. « Le maître de la famille fait faire aussitôt un amas de vivres pour ce pauvre, qui a mémoire de leurs ancêtres, et ceux présents à celui qui leur a fait l'honneur de les faire ressouvenir de leur origine. Ils n'en usent pas de même avec les Français depuis qu'ils se sont moqués d'eux et de leurs superstitions. » Dans le fond, ça dit qu'on peut se moquer de quelque chose en n'y accordant pas d'importance ou en profanant ce qu'on considère qui est ridicule, mais qui peut être sacré pour une autre culture. Mais l'aspect réjouissant de la moquerie devient unilatéral vers celui qui transgresse, alors que le préjudice est évident pour ceux qui sont la cible de la moquerie. Quand Hennepin, par exemple, quitte les Dakotas avec Duluth et ses hommes, ces derniers s'approprient les peaux suspendues au Sault Saint-Antoine en manière de sacrifice et se moquent dans le sens de ne pas faire de cas des croyances. Duluth, pour sa part, lui, aurait saisi l'agression culturelle derrière ce geste puisqu'il se fâche contre ces hommes et trouve leur comportement déplacé et risqué. On comprend donc que rire et malaise vont de pair. Mais le malaise n'est pas toujours du côté de l'Autochtone, comme en témoigne cette citation qui montre que la moquerie était une arme utilisée de part et d'autre. Noël, avec ses gens, s'en alla aux Trois-Rivières, à intention de faire la guerre. Ce ne fut qu'une grotesque qui aboutit à rien, sinon à manger du pain et des pois du fort des Trois-Rivières. Les Iroquois captifs virent tout cela qui eurent bien sujet de s'en moquer. La raillerie, en effet, peut être un acte de résistance, bien proche de la désobéissance, crime de lèse-autorité qui déplaît tant aux Européens rangés du pouvoir, mais qui amuse ceux qui résistent aux tentatives d'asservissement dont ils sont l'objet. Dans la situation suivante, tu tues le Français, il crie « On m'a tué », tu jettes un collier en te moquant et dis « Tais-toi, nous sommes amis », qui est une harangue de nuncio. Il y a deux choses à observer. D'une part, on ne sait pas quelle est l'attitude réelle des Iroquois venus faire délivrer les otages. Mais il y a lieu de penser que pour eux, la mort d'un Français, c'est pas tragique. Ça arrive. D'autre part, le gouverneur français utilise un procédé rhétorique assez simple, en mettant l'accent sur le mépris qu'il ressent dans les actes des ambassadeurs. Il minimise l'effet de leur entreprise pour libérer les prisonniers. Se plaindre d'être l'objet de la moquerie devient une démonstration de pouvoir. Enfin, n'oublions pas que l'humour manifeste haut et fort la faille culturelle et conceptuelle dans laquelle tombe encore et toujours quiconque nage en culture et en langue inconnue. Je cite, « Il faut faire état pour grands maîtres et grands théologiens que vous ayez été en France, d'être ici petit écolier et encore, ô bon Dieu, de quel maître? Des femmes, des petits-enfants, de tous les sauvages et d'être exposés à leur risée. » Alors, rapidement, Brébeuf, tout comme Lejeune et sans doute plusieurs autres, essaiera de renverser les rôles dans cette situation en mettant leurs hôtes en face de leur propre ignorance par rapport à toute la science européenne. Mais si le jésuite espérait provoquer le repentir et la honte, il n'avait pas prévu que ses ouailles fassent preuve d'une si grande autodérision,
dans laquelle nous pourrions voir de la taquinerie bienveillante, que j'essaie de démontrer avec la deuxième citation. Exposant aux parents de Louis le commandement de ne point dérober et disant qu'en France, on faisait mourir les larrons. Son père demanda si, devenant capitaine, il les ferait mourir aussi mourir. Et Louis lui répartit que le pays serait bientôt dépeuplé car il faudrait tout tuer, un Huron et un larron étant presque la même chose. De fait, le sens de l'honneur de l'époque classique voulait qu'on protège avec vigueur toute atteinte à sa dignité et à son image, prêter à rire étant signe de faiblesse et se moquer de soi-même, révéler ses défauts, était impensable devant autrui, sauf peut-être devant Dieu ou l'un de ses représentants. Par exemple, si les scènes de torture rituelle faisaient frémir les corps les plus endurcis, la torture de l'âme paraissait tout aussi atroce, mais surtout incompréhensible. Je cite. « Une chose, à mon avis, accroissait de beaucoup le sentiment de ses peines, en ce que la colère et la rage ne paraissaient pas sur le visage de ceux qui le tourmentaient, mais plutôt la douceur et l'humanité. Leurs paroles n'étaient que railleries ou des témoignages d'amitié et de bienveillance. » Ici, le malaise se transfère du côté du témoin. Comment expliquer ce brouillage entre raillerie et empathie, sinon en changeant de vocabulaire et donc de paradigme? Les gentillesses d'un bourreau sont-elles nécessairement absurdes et contradictoires? Est-ce que l'humour sur l'autre est nécessairement l'humour contre l'autre? Est-ce que ça se peut que la souffrance infligée ne soit pas perçue de la même manière par les victimes ou par les témoins selon leur origine dans un rituel de mise à mort? Voilà. Ce qui semble certain, c'est que la félicité de la vie éternelle, promise aux chrétiens par les missionnaires, contraste avec la morosité des âmes autochtones une fois qu'elles se trouvent départies de leur enveloppe charnelle, si l'on en croit Brébeuf, et que la bonne humeur reste, pour les Hurons que ce dernier cherche à convertir, l'apanage des vivants. À leur dire, le village des âmes n'est en rien dissemblable du village des vivants. Il n'y a que cette différence que jour et nuit, elles ne font que gémir et se plaindre. Cela expliquerait aussi le fait qu'ils gardent une attitude positive, peu importe les souffrances qu'ils ont à traverser. Alors, c'est un peu l'explication de Brébeuf, qu'ils supportent beaucoup mieux la faim que nous, si bien qu'après avoir jeûné 2 ou 3 jours entiers, vous en verrez encore ramer, porter, chanter, rire et gausser comme s'ils avaient bien dîné. Aussi, Brébeuf encore admet à plusieurs reprises ne pas savoir si ses interlocuteurs sont sérieux ou s'ils rient. Le doute assaille donc les rédacteurs des textes de la Nouvelle-France, comme il nous assaille quand on essaye de les remettre dans le contexte puis de comprendre les tensions sous-jacentes. Alors, ça nous démontre aussi que la question de l'humour, pas juste l'humour amérindien, mais l'humour surtout des rédacteurs est une question très, très vaste là, que j'ai à peine effleurée avec vous aujourd'hui. Ça nous montre aussi que l'humour initial n'est pas forcément le même que celui qui est rapporté, que l'humour du relateur peut être partagé ou non par son destinataire, que l'humour d'un lectorat ultérieur n'est pas assuré. Si on va prendre, par exemple, la réception de l'an autant par les historiens canadiens-français du 19e siècle, que c'était pas très bien reçu. Et finalement, notre humour, nous, lecteurs, quand on prend connaissance du texte. Alors, sous un semblant d'unité, ces textes sont en fait pluriels. L'humour et le rire ne s'y déclinent pas toujours de façon cohérente. Il resterait donc beaucoup à dire sur les humours véhiculés par les textes de la Nouvelle-France. Ceux-ci sont riches non seulement parce qu'ils témoignent parfois de l'humour autochtone et souvent surtout de l'absence d'humour des rédacteurs européens, mais aussi parce qu'ils montrent l'enchevêtrement des uns et des autres, enchevêtrement dans lequel les lecteurs et les chercheurs d'aujourd'hui ajoutent leur propre sens de l'humour. Voilà. Alors on a aussi une belle bibliographie.